Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous littéraire sur D8. Voyage au bout de la nuit, je suis ravie de vous retrouver ce soir ensemble pour une lecture des fables de La Fontaine. Alors, on a commencé ensemble. Pour ceux qui nous retrouvent, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. On en était au livre 4e. Alors, il faut savoir que les fables de La Fontaine, c'est un immense recueil. Il y a 243 fables. Je ne pourrai pas tout vous lire ce soir, malheureusement. Mais en tout cas, voilà, il y a 12 livres. Donc, j'ai lu quelques fables. J'en avais sélectionné quelques-unes. Et là, j'en suis au livre 4e. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Je vais commencer la fable « Le berger et la mère ». Du rapport d'un troupeau dont il vivait sans soin, se contenta longtemps un voisin d'Amphitrite. Si sa fortune était petite, elle était sûre tout au moins. À la fin, les trésors déchargés sur la plage le tentèrent si bien qu'il vendit son troupeau, trafiqua de l'argent, le mit entier sur l'eau. Cet argent périt par naufrage. Son maître fut réduit à garder les brebis, non plus berger en chef comme il l'était jadis, quand ses propres moutons paissaient sur le rivage. Celui-ci s'était vu Coridon ou Tircis, fut Pierrot et rien davantage. Au bout de quelque temps, il fit quelques profits, racheta des bêtes à laine, et comme un jour les vents, retenant leur haleine, laissaient paisiblement aborder les vaisseaux, « Vous voulez de l'argent, ô mesdames les eaux, dit-il, adressez-vous, je vous prie, à quelque autre. Ma foi, vous n'aurez pas le nôtre. » Ce n'est pas un conte à plaisir inventé. Je me sers de la vérité pour montrer par expérience qu'un sou, quand il est assuré, vaut mieux que 5 en espérance, qu'il se faut contenter de sa condition, qu'au conseil de la mère et de l'ambition, nous devons fermer les oreilles. Pour un qui s'en louera, 10 000 s'en plaindront. La mer promet monts et merveilles, fiez-vous-y, les vents et les voleurs viendront. La mouche et la fourmi. La mouche et la fourmi contestaient de leur prix. « Ô Jupiter, dit la première, faut-il que l'amour-propre aveugle les esprits d'une si terrible manière qu'un vil et rampant animal à la fille de l'air ose se dire égal. Je hante les palais, je m'assieds à ta table. Si l'on t'immole un bœuf, j'en goûte devant toi, pendant que celle-ci, chétive et misérable, vit 3 jours d'un fétu qu'elle a traîné chez soi. Mais, ma mignonne, dites-moi, vous campez-vous jamais sur la tête d'un roi, d'un empereur et d'une belle? Je le fais, et je baise un beau sein quand je veux, et je me joue entre des cheveux, je rehausse d'un teint la blancheur naturelle. Et la dernière main que met à sa beauté une femme allant en conquête, c'est un ajustement des mouches empruntées. Puis, allez-moi rompre la tête de vos greniers. Avez-vous dit? Lui répliqua la ménagère. Vous hantez les palais, mais on vous y maudit. Et quant à goûter la première de ce concert devant les dieux, croyez-vous qu'il en vaille mieux? Si vous entrez partout, aussi font les profanes. Sur la tête des rois et sur celle des ânes, vous allez vous planter. Je n'en disconviens pas. Et je sais que d'un prompt trépas, cette importunité bien souvent est punie.
Certains ajustements, dites-vous, rendent joli. J'en conviens. Il est noir ainsi que vous et moi. Je veux qu'il ait non-mouche. Est-ce un sujet pourquoi vous fassiez sonner vos mérites? Nomme-t-on pas aussi mouche les parasites? Cessez donc de tenir un langage si vain. N'ayez plus ces hautes pensées. Les mouches de cour sont chassées. Les mouchards sont pendus. Et vous mourrez de faim, de froid, de langueur, de misère quand Phébus régnera sur un autre hémisphère. Alors je jouirai du fruit de mes travaux. Je n'irai par monts ni par vaux m'exposer au vent, à la pluie. Je vivrai sans mélancolie. Le soin que j'aurai pris, le soin m'exemptera. Je vous enseignerai par là ce que c'est qu'une fausse ou véritable gloire. Adieu, je perds le temps. Laissez-moi travailler. Ni mon grenier, ni mon armoire ne se remplit à babiller. La fourmi a pas le time du tout. Pas le temps. Aucun time. C'est un peu de là qu'est tirée l'expression « j'ai pas le temps, laisse-moi tranquille » quoi. J'ai pas le temps, je dois travailler. J'ai pas le temps de... Pas de time. Le jardinier et son seigneur. Un amateur du jardinage, demi-bourgeois, demi-manant, possédait en certains villages un jardin assez propre et le clos attendant. Il avait de plans vifs fermé cette étendue. Là, croissaient à plaisir l'oseille et la laitue, de quoi faire à Margot pour sa fête un bouquet, peu de jasmin d'Espagne et force serpollet. Cette félicité, par un lièvre troublé, fit qu'un seigneur du bourg, notre homme, se plaignit. Ce maudit animal vient prendre sa goulée soir et matin, dit-il, et des pièges se rient. Les pierres, les bâtons, y perdent leur crédit. Il est sorcier, je crois. Sorcier, je l'en défie, repartit le seigneur. Fût-il diable, Miraut, en dépit de ses tours, l'attrapera bientôt. Je vous en déferai, bonhomme, sur ma vie. Et quand? Et dès demain, sans tarder plus longtemps. La partie ainsi faite, il vient avec ses gens. Ça, déjeunons, dit-il. Vos poulets sont-ils tendres? La fille du logis, qu'on vous voit, approcher. Quand la marierons-nous? Quand aurons-nous des gendres? Bonhomme, c'est ce coup qu'il faut, vous m'entendez, qu'il faut fouiller à l'escarcelle. Disant ces mots, il fait connaissance avec elle, auprès de lui la fait asseoir, prend une main, un bras, lève un coin de mouchoir, toutes ces sottises dont la belle se défend avec grand respect. Tant qu'au père, à la fin, cela devient suspect. Cependant, on fricasse, on se rue en cuisine. De quand sont vos jambons? Ils font fort bonne mine. Monsieur, ils sont à vous. Vraiment, dit le seigneur. Je les reçois et de bon cœur. Il déjeune très bien, aussi fait sa famille, chiens, chevaux et valets, tous gens bien endentés. Il commande chez l'hôte, il prend de liberté, boit son vin, caresse sa fille. L'embarras des chasseurs succède au déjeuner. Chacun s'anime et se prépare. Les trompes et les cors font un tel tintamarre que le bonhomme est étonné. Le pis fut qu'on le mit en piteux équipage, le pauvre potager. Adieu planches, carreaux, adieu chicorées et poireaux,
Adieu de quoi mettre au potage. Le lièvre était gîté dessous un maître chou. On le quête, on le lance, il s'enfuit par un trou, non pas trou, mais troué. Horrible et large plaie que l'on fit à la pauvre haie. Par ordre du Seigneur, car il eût été mal qu'on eût pu du jardin sortir tout à cheval. Le bonhomme disait « Ce sont là jeux de prince », mais on le laissait dire. Et les chiens et les gens firent plus de dégâts en 1 heure de temps que n'en auraient fait en 100 ans tous les lièvres de la province. Petit prince, videz vos débats entre vous. De recourir au roi, vous seriez de grands fous. Il ne les faut jamais engager dans vos guerres, ni les faire entrer sur vos terres. L'âne et le petit chien. Ne forçons point notre talent. Nous ne ferons rien avec grâce. Jamais un lourdeau, quoi qu'il fasse, ne saurait passer pour galant. Peu de gens, que le ciel chérit et gratifie, ont le don d'agréer un fût avec la vie. C'est un point qu'il leur faut laisser, et ne pas ressembler à l'âne de la fable, qui pour se rendre plus aimable et plus cher à son maître, alla le caresser. Comment, disait-il en son âme, ce chien, parce qu'il est mignon, vivra de père à compagnon avec monsieur, avec madame, et j'aurai des coups de bâton? Que fait-il? Il donne la patte. Puis, aussitôt il est baisé. S'il en faut faire autant afin que l'on me flatte, cela n'est pas bien malaisé. Dans cette admirable pensée, voyant son maître en joie, il s'en vient lourdement, lève une corne tout usée, la lui porte au menton fort amoureusement, non sans accompagner pour plus grand ornement de son chant gracieux cette action hardie. « Oh, quelle caresse et quelle mélodie !» dit le maître aussitôt. « Oh là, Martin Bâton !» Martin Bâton accourt. L'âne change de ton. Ainsi finit la comédie. Le singe et le dauphin. C'était chez les Grecs un usage que sur la mer tout voyageur menait avec eux en voyage singe et chien de bateleurs. Un navire en cet équipage, non loin d'Athènes, fit naufrage. Sans les dauphins, tout eût péri. Cet animal est fort ami de notre espèce. En son histoire, Pline le dit, il faut le croire. Il sauva donc tout ce qu'il put. Même un singe, en cette occurrence, profita de la ressemblance, lui pensa devoir son salut. Un dauphin le prit pour un homme, et sur son dos le fit asseoir si gravement qu'on eût cru voir ce chanteur que tant on renomme. Le dauphin l'allait mettre à bord, quand par hasard il lui demande « Êtes-vous d'Athènes, la grande ?» « Oui, dit l'autre, on m'y connaît fort. S'il vous y survient quelque affaire, employez-moi, car mes parents y tiennent tous les premiers rangs. Un mien cousin est juge-maire. » Le dauphin dit « Bien grand merci. Et le Pirée appart aussi à l'honneur de votre présence. Vous le voyez souvent, je pense. Tous les jours. Il est mon ami. C'est une vieille connaissance. » Notre magot prit pour ce coup le nom d'un porc pour un nom d'homme. De tels gens, il est beaucoup qui prendraient Vaugirard pour Rome et qui, caquetant au plus dru, parlent de tout et n'ont rien vu. Le dauphin rit, tourne la tête
Et le magot considéré, il s'aperçoit qu'il n'a tiré du fond des eaux rien qu'une bête. Il la replonge et va trouver quelque homme afin de le sauver. L'homme est l'idole de bois. Certains païens, chez lui, gardaient un dieu de bois. De ces dieux qui sont sourds, bien qu'ayant des oreilles. Le païen, cependant, s'en promettait merveille. Il lui coûtait autant que 3. Ce n'était que vœux et qu'offrandes, sacrifices de bœufs couronnés de guirlandes. Jamais idole, quel qu'il fût, n'avait eu cuisine si grasse, sans que pour tout ce culte à son hôte, il échut succession, trésor, gain au jeu, nulle grâce. Bien plus, si pour un sou d'orage et quelque endroit s'amassait d'une ou d'autre sorte, l'homme en avait sa part, et sa bourse en souffrait. La pitance du dieu n'en était pas moins forte. À la fin, se fâchant de n'en obtenir rien, il vous prend un levier, met en pièces l'idole, le trouve rempli d'or. Quand je t'ai fait du bien, m'as-tu valu, dit-il, seulement une obole ? Va, sors de mon logis, cherche d'autres autels. Tu ressembles au naturel malheureux, grossier et stupide. On ne peut rien tirer qu'avec le bâton. Plus je te remplissais, plus mes mains étaient vides. J'ai bien fait de changer de ton. Le chameau et les bâtons flottants. Le premier qui vit un chameau s'enfuit à cet objet nouveau. Le second approcha. Le troisième osa faire un licou pour le dromadaire. L'accoutumance, ainsi, nous rend tout familier. Ce qui nous paraissait terrible et singulier s'apprivoise avec notre vue. Quand se vient à la continue, et puisque nous voici tombés sur ce sujet, on avait mis des gens au guet qui, voyant sur les eaux de loin certains objets, ne purent s'empêcher de dire que c'était un puissant navire. Quelques moments après, l'objet devient brûlot, et puis nacelle, et puis ballot, enfin bâton flottant sur l'onde. J'en sais beaucoup de par le monde à qui ceci conviendrait bien. De loin, c'est quelque chose, et de près, ce n'est rien. La grenouille et le rat. Tel, comme dit Merlin, quid engénier autrui, qui souvent s'engeigne soi-même. J'ai regret que ce mot soit trop vieux aujourd'hui. Il m'a toujours semblé d'une énergie extrême. Mais afin d'en venir au dessin que j'ai pris, un rat plein d'embonpoint, gras et des mieux nourris, et qui ne connaissait l'avant ni le carême, sur le bord d'un marais, égayait ses esprits. Une grenouille approche et lui dit en sa langue « Venez me voir chez moi, je vous ferai festin. » Messire rat promit soudain, il n'était pas besoin de plus longue harangue. Elle allégua pourtant les délices du bain, la curiosité, le plaisir du voyage, sans rareté à voir le long du marécage. Un jour, il conterait à ses petits-enfants la beauté de ces lieux, les mœurs des habitants et le gouvernement de la chose publique aquatique. Un point sans plus tenait le galant empêché. Il nageait quelque peu, mais il fallait de l'aide.
La grenouille à cela trouve un très bon remède. Le rat fut à son pied par la patte attachée. Un brin de jonc en fit l'affaire. Dans le marais entré, notre bonne commère s'efforce de tirer son hôte au fond de l'eau. Contre le droit des gens, contre la foi jurée. Prétend qu'elle en fera gorge chaude et curée. C'était, à son avis, un excellent morceau. Déjà dans son esprit, la galande le croque. Il atteste les dieux, la perfide s'en moque. Il résiste, elle tire. En ce combat nouveau, un Milan qui, dans l'air plané, faisait la ronde, voit d'en haut le pauvré se débattre sur l'onde. Il fond dessus, l'enlève, et par même moyen la grenouille et le lien. Tout en fut, tant et si bien que de cette double proie, l'oiseau se donne au cœur joie, ayant de cette façon à souper chair et poisson. La ruse la mieux ourdie peut nuire à son inventeur, et souvent la perfidie retourne sur son auteur. Ah bah c'est ici que... Ah bah c'est fini, pardon. C'est ici que j'achève cette lecture. Je suis désolée, j'ai pas vu le temps passer puisque moi je me régale avec vous. Je vous souhaite une très bonne soirée, bon courage pour ceux qui travaillent et bonne nuit pour ceux qui se couchent. À très bientôt. Bye bye.